Monsieur Racine Khan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de mission de l'Union internationale de la conservation de la nature et parmi les espèces au Sénégal qui sont classées dans la liste rouge des espèces en voie de disparition, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un certain nombre d'espèces végétales comme animales qui sont soumis à une exploitation effrénée et qui, surtout aussi du fait que leurs conditions de vie et le milieu, leur environnement a été fortement modifié souvent dans certains cas, comme c'est le cas pour le vautour, par les exploitations, les implantations humaines. Il y a donc nécessité de prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faire face à cette dégradation continue. En dehors du vautour, est-ce qu'il y a d'autres espèces animales et ensuite végétales qu'on peut quand même identifier nommément qui sont en voie de disparition aujourd'hui au Sénégal? Aujourd'hui, pour ce qui est des espèces végétales en particulier, il y a le verne, Pterocarpus erinaceus, qui est soumis à une très forte exploitation et même à un trafic très dangereux dans la partie sud du Sénégal. Il y a aussi tous ces bois qui sont coupés pour faire des tam-tams, le dimbe, etc., qui sont fortement menacés. Les reptiles au Sénégal aussi font l'objet de menaces très très fortes. Un certain nombre d'espèces de poissons, d'eau douce en particulier, qui sont également menacés du fait justement des aménagements. Vous remarquerez chaque fois d'ailleurs que cette disparition est beaucoup liée à des causes liées à l'homme, des causes anthropiques, construction, morcellement de l'espace, fragmentation des aires de vie de ces animaux et dans une moindre mesure peut-être aussi la question des changements climatiques. Alors le littoral lui aussi est fortement menacé aujourd'hui, subit une forte pression. Quelle va être la solution? Faut-il exproprier des gens, des privés à qui l'État a cédé des espaces pour construire sur le littoral? Il faut constamment d'abord avoir une bonne appréhension de la situation du littoral. Nous avons à l'UICN mis en place un programme avec l'UMOA qui s'appelle la mission d'observatoire du littoral ouest africain et qui produit chaque année et de façon régulière une cartographie de la situation au niveau du littoral qui montre véritablement que cet espace fait l'objet de diverses menaces et des menaces importantes de l'écosystème littoral. Ce que nous avons sur cette base travaillé avec le réseau des parlementaires pour l'environnement au Sénégal a élaboré un projet de loi sur le littoral qui a fait l'objet d'ailleurs d'une restitution aux communautés concernées par le littoral et qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale qui attend d'être adopté. Il s'agit de faire en sorte que des mesures soient prises pour contrôler les établissements humains sur le littoral, pour anticiper sur les questions d'augmentation du niveau de la mer qui auront une répercussion sur le littoral, pour mettre en place un observatoire du littoral qui puisse de façon continue générer des données, des informations, des connaissances sur l'évolution de ce littoral-là afin de mieux maîtriser les phénomènes qui constituent des menaces aujourd'hui. Monsieur Khan, la découverte du pétrole a suscité au Sénégal une certaine euphorie. Mais vous, à l'Union internationale de la conservation de la nature, vous semblez dire le pétrole, oui, mais prudence dans la gestion de cette ressource pour que l'environnement soit préservé et qu'il soit géré avec transparence et qu'il profite réellement aux populations. C'est cela? Il s'agit simplement de voir les conséquences de l'exploitation pétrolière dans d'autres parties du monde. La survenue d'accidents catastrophiques, Exxon Valdez en Amérique, Amoco Cadiz,
qui ont mis des années dans des économies pourtant très fortes pour être maîtrisées. Et ce n'est que maintenant, 20 ans presque après, qu'on commence à parler de reconstitution. Encore une fois, dans un contexte où la puissance des économies n'a rien à voir avec ce que nous sommes ici dans nos pays. Compte tenu du fait que une bonne partie de la population du Sénégal et des pays du littoral ouest africain dépendent des ressources halieutiques, des ressources minières, de l'environnement côtier et maritime, nous avons souhaité tirer dès à présent la sonnette d'alarme pour que nous n'attendions pas que les problèmes surviennent pour faire face avec des moyens dérisoires qui sont à notre disposition. Il est important, à mon avis, c'est le point de vue de l'UICN en tout cas, que des dialogues puissent être établis dès à présent pour pouvoir réfléchir sur la question du pétrole, sur la transparence dans la gestion du pétrole, de la ressource pétrolière, sur comment anticiper sur des problèmes qui pourraient survenir dans le cadre de cette exploitation-là, tant au niveau des plateformes, des tankers qui vont enlever ce pétrole, des oléoducs qui vont être construits, des pipelines, etc., qui peuvent, à Dieu ne plaise, connaître des accidents qui peuvent avoir des conséquences fort dommageables, là où pourtant un espoir très fort est suscité. C'est pourquoi, à l'instar de ce que nous avons fait en Mauritanie, nous préconisons la mise en place d'un panel de réflexion sur le pétrole qui convoque les décideurs au niveau étatique, mais également les scientifiques. L'UICN est prête en tout cas à mettre à disposition l'expertise de ces commissions en charge de ces questions pour pouvoir aider à cette réflexion et à poser les jalons d'une exploitation durable de cette ressource-là au bénéfice des populations. Alors, une autre question que vous avez évoquée dans votre présentation, c'est les Niayes. Les Niayes, aujourd'hui, c'est une menace écologique. Beaucoup de problèmes sont liés au rétrécissement de cette zone qui est exceptionnelle. Parce que les Niayes, c'est pratiquement une sorte de photographie des épisodes climatiques qu'a connu la région du Cap-Vert. Ce sont des dépressions interdinaires qui ont même des reliques de forêt tropicale qui s'étaient établies là au moment où il y avait des épisodes pluviométriques très intenses au cours des millions d'années passées. Il faut interroger les études de palynologie pour se rendre compte qu'il y a eu là des forêts denses qui se sont constituées. C'est aussi une zone humide d'importance, de très grande importance en tout cas pour le Sénégal, qui a constitué pendant un bon moment un paravent pour gérer les déficits et les excédents pluviométriques. Rappelons que les Niayes ont joué une fonction d'éponge qui a permis de restituer les excédents d'eau au moment où il y avait des phases de sécheresse. Et aujourd'hui, la menace qui pèse sur les Niayes est multiforme, à cause surtout de l'urbanisation galopante, qui fait que les gens construisent partout, bétonnent partout, l'infiltration des eaux ne se fait plus, la végétation sur les Niayes est coupée pour ces besoins-là de construction. Nous militons vers plutôt une gestion écosystémique, une approche qui permette de gérer l'écosystème dans son ensemble, plutôt que d'apporter des solutions qui sont des solutions qui contribuent davantage à fragiliser, à déstructurer ces écosystèmes. Une approche systémique, ça suppose beaucoup plus de moyens, n'est-ce pas, M. Oh, je ne pense pas que ce soit une question de moyens qui se pose ici, mais c'est beaucoup plus une question de prise de conscience de l'intérêt qu'il y a à préserver par rapport à l'intérêt immédiat que constitue le développement urbain non maîtrisé. Je crois que des exemples de par le monde ont montré que maintenir en santé des écosystèmes permettait d'économiser beaucoup plus
que les milliards que l'on investit aujourd'hui pour les déstructurer, soi-disant pour développer des villes ou de nouvelles infrastructures dedans. En Casamance également, il se pose quelques problèmes liés par exemple à la coupe du bois, à la déforestation. Il y a également la question liée à la mangrove. Quelle solution faut-il apporter? Présentement, c'est la partie sud du Sénégal. Ce n'est pas un secret. Dans même d'autres pays qui sont concernés, comme la Guinée-Bissau, on a remarqué qu'il y avait une exploitation effrénée des ressources ligneuses pour l'exportation vers des marchés des pays émergents, soi-disant, je ne citerai pas les pays, ou des pays, en tout cas, en stade de développement plus avancé que les nôtres. Cela pose véritablement des problèmes énormes de régénération de nos écosystèmes et surtout, cela a même un impact sur les relations politiques et diplomatiques entre nos pays du fait simplement de la volonté de répondre à des besoins qui sont quantifiés et exprimés ailleurs. Quel pays? Il n'échappe à personne qu'entre le Sénégal et la Gambie, par exemple, nous avons les questions d'exploitation de bois se sont posées au point que le Sénégal a renforcé son dispositif de protection de sa frontière à ce niveau-là. Lors de la conférence de Durban en 2010, il a été question de la création d'un fonds vert alimenté à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Plusieurs années se sont écoulées, on n'a pas réussi à avoir 10 milliards de dollars. Est-ce qu'il faut avoir de l'espoir par rapport à ce fonds? En tout cas, c'est un premier pas qui a été fait. La mise en place de ce fonds était plutôt jusqu'à présent une idée en discussion. Maintenant, il s'est matérialisé, ce fonds. Et actuellement, le Fonds vert climat a déjà même fait ses premières allocations. Et je suis heureux de dire que l'UICN au Sénégal a contribué au développement d'un des 8 premiers projets qui ont été financés par ce fonds-là, à travers le Centre de suivi écologique. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que ce fonds a été admis comme instrument de financement grâce à la pression que les pays en développement ont exercée au moment des négociations lors des changements climatiques, des conférences des parties sur les changements climatiques. Il y a eu à Paris un consensus et une réaffirmation de la nécessité d'abonder ce fonds de l'ordre de 100 milliards de dollars par année. Je pense qu'il s'agit maintenant d'accentuer, de continuer la mobilisation citoyenne et mondiale pour que ces engagements puissent être respectés, afin que ce fonds puisse être mis à disposition et que des mécanismes transparents pour son utilisation également, contrôlés par les États, mais aussi par les sociétés civiles, la société civile internationale puisse être mise en place, afin qu'ils puissent véritablement atteindre les bénéficiaires à tous les niveaux. À votre avis, les questions liées au climat, au développement durable, à l'environnement sont très peu traitées par les médias? Mon impression est que le sensationnel n'est pas environnemental, ou l'environnemental n'est pas sensationnel. C'est à vous de voir. En tout cas, je crois très fortement que les médias ont un rôle essentiel à jouer dans la mobilisation de tous les segments de la société pour que ces questions d'ordre environnemental ne restent pas simplement un domaine réservé à quelques spécialistes comme nous, par exemple, à l'UICN ou d'autres, mais que ce soit quelque chose, une situation démocratiquement, j'allais dire, ouvert à tous ceux qui sont capables d'apporter des éléments de changement. Parce que la tendance dans laquelle nous nous dirigeons, les rapports du GIEC, du groupe interétat sur le climat, et les rapports nationaux de nos institutions elles-mêmes au Sénégal, le montrent, n'est pas la bonne direction. Il faut absolument que nous puissions arrêter cette pente raide vers laquelle nous nous acheminons et qui ne nous conduira pas à quelque chose de positif. C'est pour ça que je crois sincèrement
il faut réorienter même les curricula à tous les niveaux, les juristes, les journalistes, les communicateurs, les géographes, tout le monde devrait pouvoir, un temps soit peu, avoir également dans son curriculum des éléments qui lui permettent de contribuer à prendre en charge ces questions extrêmement importantes. Racine Kane, je rappelle que vous êtes chef de mission de l'Union internationale de la conservation de la nature. Ce n'est plus qu'un vous remercie. Je vous remercie.